pour ce matin, pour ce Café Nil. Donc, comme je disais, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Revel, qui est donc directeur général de la PHP. Vous êtes également ancien directeur de la CNAM et ancien directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex, pour échanger ce matin sur un sujet qui est aussi délicat que crucial, l'avenir du système de santé. Donc Nicolas Revel, vous avez écrit il y a quelques semaines une note qui a été publiée sur le site de Terra Nova qui s'intitule «La santé des Français, sortir de l'impasse». Donc le constat que vous y faites est assez clair, il est même très clair. Notre système de santé est, à bout de souffle. Il est prisonnier d'un modèle de financement qui est centré sur le court terme, avec une gouvernance éclatée et une gestion des ressources humaines qui est complexe. Et donc, derrière cette crise, c'est la soutenabilité même du modèle que vous interrogez. Donc c'est très intéressant et bon, c'était pas du tout prévu, mais ça reste quand même intéressant que votre intervention, au Café Nil ce matin ait lieu le lendemain de la présentation par François Bayrou des 2 plans qui, sont intitulés «Stop à la dette» et «En avant la production», avec des mesures fortes sur le budget de l'État, mais aussi sur le budget de la sécurité sociale, avec 5,5 milliards d'euros d'économies qui ont été annoncés par le Premier ministre. Bon, c'est pas du tout l'objet du Café Nil de ce matin, mais comme il y a des similitudes et des sujets proches, peut-être qu'on vous demandera une réaction sur les mesures de ce plan qui touchent à la sécurité sociale. Donc votre note, elle propose de sortir d'un débat qu'on peut qualifier de piégé, entre l'austérité, dépenses incontrôlées et avec un pilotage politique très fort des priorités de santé. Elle pointe la nécessité d'un investissement structurel sur le temps long, en particulier en matière de prévention, mais aussi de régulation ou d'organisation des soins. Et elle nous invite aussi à repenser en profondeur la gouvernance et le pilotage du système, loin justement des réflexes, parfois, de court terme, avec un cap qui est vraiment assumé par les pouvoirs publics. Donc on va pouvoir, tous ensemble ce matin interroger ce diagnostic, les propositions, mais aussi les leviers possibles dans le contexte, actuel que nous connaissons tous. Donc pour commencer, pardon, je vous propose de revenir sur cette note, ce qui vous a conduit, au-delà de vos fonctions, à formuler ce plaidoyer pour une refondation politique de la santé en France. Et dans un second temps, nous passerons aux questions et réponses avec nos participants. Donc je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Bon, merci d'abord. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Bon, le papier que j'ai sorti sur Terra Nova, ce n'est pas un papier qui se veut un papier de refondation de la politique de santé, mais c'est un papier d'abord par lequel finalement j'exprime une forme d'angoisse, de constat qui est un constat angoissé par rapport à une situation que tous les participants à cette réunion connaissent, mais enfin qu'il est toujours utile de reformuler, qui est le fait qu'on est dans un système qui est à la fois, en termes de niveau de financement, globalement correctement financé au regard de que l'on prenne la dépense sur PIB ou la dépense par habitant. Bon, la France fait partie quand même des pays qui consacrent une dépense publique ou sociale importante à son système de santé, sans être d'ailleurs atypique. Mais tout en étant affronté à la fois un sujet d'accès aux soins que nous connaissons tous et un sujet de soutenabilité qui est déjà présent. Voilà. Et quand on fait ce constat-là et qu'on le projette sur la perspective des 20-30 prochaines années avec ces sujets d'augmentation de la demande de santé, vieillissement, augmentation d'incidence des pathologies, même indépendamment du phénomène démographique du vieillissement, on voit bien qu'on est sur un système qui est déjà sous tension et qui n'est pas aujourd'hui en capacité de répondre à ce double défi qui est à la fois le fait de pouvoir, avoir en nombre les soignants en face des malades dans les bons métiers, les bonnes spécialités médicales, les bons lieux d'exercice et les bons territoires. Et puis ce sujet de la soutenabilité d'un système de santé qui a vocation à rester fondamentalement assis sur la solidarité. Pour moi, c'est d'abord ça, c'est un papier d'angoisse faisant le constat par ailleurs que voilà, aujourd'hui, je ne vois pas post-Covid un cadre stratégique qui dessine les chemins par lesquels nous pourrions mieux répondre à ce
ce double défi et ce qui est aujourd'hui, malgré tout, à mes yeux, une forme d'impasse. Voilà. Ce papier, d'ailleurs, de ce point de vue-là, il amène un certain nombre de propositions, mais ne prétend pas traiter de tout. Et il y a certainement plein de pistes qui portent, parce qu'on a fait l'observation dans les retours que j'ai eus sur la formation des professionnels, sur des questions de santé au travail, sur des questions de recherche et d'innovation que je n'ai pas abordées. Et donc, ce n'est pas un papier à 360. Mais il fait en effet le constat que, ici je prends le sujet de la régulation économique, qui est un sujet, vous l'avez dit, d'actualité particulièrement aujourd'hui, il fait en effet le constat de ce que, face à cette équation propre à la branche, parce que ça c'est un point sur lequel j'insiste toujours beaucoup, l'assurance maladie, c'est une branche de la sécurité sociale, ou en tout cas un poste de dépense sociale, qui n'est pas affronté quelque part, qui n'est pas dans la même situation que les autres branches de la sécurité sociale. J'en distingue trois fondamentales, la famille, la vieillesse et la santé. La famille est une branche qui est globalement stable parce que ses déterminants sont eux-mêmes stables. Le nombre de familles en France n'augmente pas de manière forte d'une année sur l'autre, c'est même, je dirais, quelque chose de relativement constant, et d'ailleurs plutôt dans une phase probablement appelée à se réduire compte tenu de l'évolution des naissances. Et puis les prestations elles-mêmes ne bougent pas. La vieillesse, la retraite, c'est une branche qui, elle, est affrontée assurément à une tension financière que chacun connaît, mais dont le mode de résolution, en fait, est un mode qui passe par une loi quelque part décennale. Tous les 10 ans, nous avons une réforme des retraites, et tous les 10 ans, au terme d'une séquence politique qui peut être évidemment agitée, nous recalons le modèle paramétrique des régimes de retraite en recalant l'âge de départ, la durée de cotisation, parfois le niveau des cotisations, et on est ainsi, entre guillemets, restabilisé pour 10 ans. La branche maladie, elle a ceci de particulier qu'elle est affrontée à une évolution tendancielle de la dépense qui se situe pour de bonnes et de mauvaises raisons, les bonnes étant la démographie, les besoins de santé, les mauvaises étant les défauts de notre système, et on y reviendra, à un tendanciel de dépenses qui se situe selon les années à peu près autour de 4%, alors même que nous ne sommes pas capables d'équilibrer la branche maladie à 4%. Le niveau de la zone d'équilibre se situant probablement autour de 2,5% de progression de la dépense, parce que c'est autour de ce chiffre que l'on peut espérer voir les recettes affectées à la branche maladie progresser elles-mêmes d'une année à l'autre. C'est important d'ailleurs de se dire qu'on a vocation à équilibrer la branche maladie, et donc d'essayer de tenir cette zone d'équilibre, parce que si nous ne le faisons pas, alors ça nous oblige à soit réduire les remboursements, soit à augmenter les contributions, soit à créer un déficit qui se reporte sur les générations loin derrière nous. Quelque part, c'est les dépenses de santé des grands-parents qui seront financées par leurs petits-enfants, voire leurs arrière-petits-enfants. On peut trouver ça légitime sur des grands investissements structurants, ça l'est moins sur des dépenses de soins. Et donc, je pense qu'on a un sujet qui est un sujet annuel, et c'est le sujet annuel du PLFSS. Et pendant beaucoup d'années, on a essayé de tenir cette équation, de ramener le tendanciel sur un Ondam soutenable par des instruments qui ont été des instruments privilégiés par le fait que ce sont ceux qui sont les plus efficaces d'un point de vue comptable, parce que leur rendement est assez certain. Ce sont ceux qui portent sur les prix, les tarifs et sur les taux de remboursement. Je pense que ces deux leviers-là sont des leviers qui continueront d'une certaine manière d'exister dans les prochaines années et dont l'intensité du recours tel qu'on l'a connu au cours des 10-15 dernières années avant le Covid ont eu des effets, je pense, délétères, notamment sur les prix et les tarifs, sur les conditions d'exercice des professionnels. Or, nous avons un enjeu qui est d'attirer des professionnels dans le métier, de toute profession, et de faire en sorte qu'au-delà de venir se former dans des écoles de facultés de médecine, des IFSI ou d'autres formations supérieures paramédicales, ils restent dans le métier et qu'ils l'exercent
dans des conditions d'exercice, des lieux, des établissements, des territoires, des spécialités où les besoins sont situés. Et donc, j'alerte dans ce papier sur le fait que revenir à une régulation qui ferait peser la contrainte, la pression, non pas une année ou 2 années, mais durablement chaque année, sur une très longue période, sur les structures de soins, sur les professionnels de santé ou sur les niveaux de remboursement auxquels les assurés peuvent accéder aux soins, est une voie qui, quelle que soit la tentation que l'on peut avoir pour régler les équations budgétaires de court terme, n'est pas soutenable dans la durée si l'on veut préserver un modèle solidaire et faire en sorte que les soignants, enfin dans les patients, aient demain des soignants, médecins, soignants, toute profession en face d'eux, là où les besoins sont situés. Voilà. Et donc, on pourra revenir là-dessus, mais je pense que du coup, ça nous amène, c'est le sens du papier, à essayer de voir comment, plutôt que d'essayer chaque année de voir quelles économies nous pourrions faire pour ramener le tendanciel sur l'Ondam, finalement, la question que pose ce papier, c'est comment peut-on faire pour freiner le tendanciel? Faire en sorte que la tendance naturelle de la dépense ne soit pas de 4%, mais ramène vers plutôt les 2,5%. Et on voit bien que la dynamique de ce tendanciel, elle se joue sur les pathologies chroniques. Les pathologies chroniques, aujourd'hui, c'est à peu près 25 millions de Français, enfin de patients vivants en France. C'est un chiffre qui va encore augmenter dans les prochaines années. C'est 25 millions, c'est à peu près 38% de la population. Ça va probablement dépasser la barre des 40, des 30, pardon, c'est 25 millions, c'est 38% de la population. Et on dépassera la barre des 40% probablement à horizon 2030-2035. Et on voit bien que c'est autour de cet enjeu, ce que j'appelle un peu la face nord du sujet, que aujourd'hui, je crois que notre système n'est pas suffisamment organisé au sens large du terme. On pourra revenir sur ce qu'on peut être derrière en termes de parcours, de pratique, de prévention, de qualité des soins telle qu'on peut la favoriser pour permettre de répondre à ce défi. Alors, je ne vais pas, parce que je ne veux pas être trop long dans l'introduction, il y a plein de manières de prendre le sujet de la qualité et de la prévention. Là, j'essaie d'en esquisser un certain nombre. J'en développe une plus particulièrement dans le papier sur la prévention tertiaire et sur le suivi des patients chroniques. Et c'est peut-être sur celle-ci que j'aimerais insister un peu. Bien sûr, il y a un enjeu très fort lié au dépistage de ces pathologies. Et on voit bien qu'on aura demain des moyens de dépistage qui seront beaucoup plus puissants à partir des marqueurs biologiques, des analyses génomiques. Tout ça nous dessine un potentiel évidemment très intéressant pour pouvoir être très réactif par des dépistages précoces sur des patients entre guillemets à risque. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en attendant le fait que le dépistage qui doit être renforcé dans le pays, parce qu'en réalité, quand on regarde sur beaucoup de pathologies, on est bien souvent quand même en dessous de ce qui se passe dans les pays européens autour de nous. On voit bien que le sujet, c'est qu'une fois qu'on rentre dans la pathologie, encore une fois, 25 millions de personnes, c'est comment on arrive à être au rendez-vous de ce qui est le vrai sujet, qui est la stabilisation du patient chronique, et de faire en sorte que par un suivi de qualité très réactif, on évite quelque part tous ces risques de décompensation, de dégradation, qui sont évidemment les plus délétères pour le patient lui-même, les plus coûteuses pour le système de santé, et qui font d'ailleurs aujourd'hui que voilà, la dépense hospitalière est très drivée par ces sujets-là. Et moi, le constat que j'en fais, c'est que, à mon sens, aujourd'hui, ce suivi des patients chroniques en France est insuffisamment structuré. Je pense que les médecins généralistes qui sont en première ligne sur ce sujet ne sont pas aujourd'hui armés, entre guillemets, pour pouvoir le faire d'une manière très suffisamment structurée, s'appuyant quand même sur ce qui est un élément très nouveau depuis maintenant quelques années, qui est l'arrivée de très importants, nombreux et intéressants outils numériques, en s'adossant à des équipes qui font toute une place justement à la délégation à des équipes paramédicales. Et on voit bien qu'on a des articles 51 qui ont été expérimentés, évalués
depuis maintenant quelques années et qui, sur beaucoup de situations liées au vieillissement ou aux pathologies chroniques, ont fait la démonstration qu'une organisation de soins dédiée à un meilleur suivi des patients chroniques arrive, pour beaucoup d'entre eux, non seulement à freiner la progression de la dépense, mais bien souvent à baisser la dépense annuelle du patient, parce que le meilleur suivi, entre guillemets, en ville ou à domicile, conduit à de moindres dépenses liées à des épisodes aigus ou de décompensation qui se traduisent par des séjours hospitaliers parfois longs et coûteux. Et donc, je pense que voilà, cette proposition qui est faite, c'est de voir comment on peut essayer de passer un peu dans le droit commun, de ne plus seulement vivre d'expérimentations qui se multiplient, mais d'essayer de modéliser à partir de ce que beaucoup d'articles 51 nous enseignent, et je pense notamment à l'article 51 que la PHP a porté dans le champ de l'insuffisance cardiaque sévère, mais il y en a beaucoup d'autres, dans pas mal de champs d'autres pathologies, de pouvoir faire évoluer voilà, le mode de prise en charge, l'organisation des soins qui va avec, le modèle économique qui doit accompagner cela, et qui, on y reviendra peut-être, n'a pas vocation à inventer de nouvelles usines à gaz trop complexes pour faire qu'on puisse ainsi avoir un impact. Et moi, je crois que cet impact, il peut être sensible d'un point de vue économique, non pas en 5-10 ans, mais en 2-3 ans, parce que c'est ce qu'on voit dans les articles 51. Et on voit à partir de 51 des choses qui peuvent s'étendre à beaucoup de pathologies, parce que finalement, le mode opératoire est relativement clair. Il supposera, et on y reviendra peut-être, de trouver la bonne part relative de ce qui doit rester entre les mains des médecins généralistes et des soins primaires plus largement, parce qu'il n'y a pas que les médecins dans cette affaire, et de ce que devrait être et aussi nécessairement la part de la médecine dite spécialisée, de ville ou hospitalière, clinique ou publique. Hein, tout ça est tout à fait ouvert. Je propose d'ailleurs un vote hyper ouvert sur qui peut porter ce type d'organisation. Mais j'insiste sur le fait que pour que ces organisations fonctionnent, il faut qu'on ait à la fois un lien, enfin, il faut qu'on ait un lien fort entre soins primaires et expertise spécialisée, parce qu'on voit bien que cet enjeu de pouvoir interpréter des données cliniques en temps réel, détecter le risque de décompensation dans sa phase la plus précoce possible et réajuster un traitement sur des pathologies complexes, voire parfois polypathologiques, nécessite quand même d'avoir un faisceau d'expertise qui soit mobilisé autour du médecin généraliste. Après, mais je ne veux pas être trop long dans l'introduction, le papier traite aussi de la question de ce autre défi au-delà de la soutenabilité économique qui est celui du défi quelque part des ressources médicales et soignantes. Comment répondre par des professionnels présents et au bon endroit à ce que sera la première demande de nos patients, qui sera d'avoir des soignants en face d'eux. Et là-dessus, aujourd'hui, ils ont le sentiment que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a des sujets d'attractivité, mais aussi de fidélisation dans les métiers, d'orientation vers des spécialités où aujourd'hui les besoins sont... Qui a rentré ta voiture, là? C'est pas... forte tension. Comme vous l'avez vu dans le papier, moi, je ne suis pas convaincu que la clé soit forcément d'aller vers toujours plus de médecins formés. J'ai mis un doute, en tout cas une interrogation forte sur ce qui est aujourd'hui peut-être une manière de répondre à l'angoisse des Français, qui est de leur dire, rassurez-vous, on va augmenter le nombre de médecins en transformation, mais dont on sait qu'ils ne sortiront que dans une dizaine d'années. Je pense que 10 ans, c'est long. Je pense que dans 10 ans, le métier va forcément bouger, que dans les 10 prochaines années, nous allons avoir besoin de monter sur la délégation de compétences et la pratique avancée. Ce d'autant que ce sont des métiers ou des interventions dont on a radicalement besoin et qui sont hyper pertinentes, justement si on veut avancer sur la prévention et sur le suivi des patients chroniques. Donc, je pense qu'il y a un sujet autour de ça. Et par ailleurs, bon, voilà, je pense par ailleurs que nous avons quelque chose qui est compliqué à attraper et que nos concitoyens et leurs représentants politiques ont du mal à intégrer, c'est que par ailleurs, la question de la territorialisation va être durablement une question ne pourra pas se régler de manière aussi simple que certains le souhaiteraient. Je ne crois pas qu'il soit pertinent et intelligent de vouloir
amener de la coercition sur les lieux d'installation principale. D'abord parce que je pense que les médecins généralistes ont une propension à plutôt s'installer sur les territoires de manière, je dirais, assez large, et que comme nous allons avoir un regain sur la médecine générale, je pense que cette question de la répartition territoriale va se faire naturellement. Mais à contrario, pour les spécialités médicales, je pense que nous sommes face à une tendance qui est plutôt à celle de la concentration. Et que d'une certaine manière, je pense que la bonne idée n'est pas de contrarier ce mouvement. Je pense qu'on a besoin au contraire d'avoir des pôles d'expertise regroupés, avec des exercices qui peuvent d'ailleurs être souvent en établissement, ça peut être en ville, mais ça peut être en établissement, public, privé, parfois dans des exercices mixtes d'ailleurs. Je pense qu'il faut assumer au contraire plus de gradation des soins, parce que c'est un gage de qualité. On ne peut pas maintenir autant de structures MCO qu'il y en a aujourd'hui en France, pas uniquement pour des raisons économiques, mais aussi de viabilité, de qualité, de sécurité des soins. Et que donc, ce que j'essaye d'amener, c'est que la manière de répondre à l'enjeu territorial, c'est justement ces organisations de soins qui permettent à distance de suivre beaucoup mieux des malades. C'est des consultations avancées dans les territoires. Moi, je suis très partisan, au contraire, de demander aux spécialistes de se projeter dans des lieux d'exercice, évidemment équipés pour leur spécialité, et sur des temps qui restent tout à fait assumables, si c'est, je dirais, 1 ou 2 jours par mois, je pense que c'est tout à fait, ça n'est pas une rupture du contrat, c'est même intéressant. Ça doit se situer, pas toute la vie, mais sur un certain nombre d'années au cours de l'exercice. Après, on peut discuter de quel est le critère pour, entre guillemets, être requis ou invité à faire ces consultations avancées. Ce qui est clair pour moi, c'est que si ça reste fondé sur le volontariat, on n'y arrivera pas. Il faudra donc, d'une manière ou d'une autre, à mes yeux, rendre les choses un petit peu obligatoires, mais, comme je l'ai dit, sur des consultations avancées et donc sans rupture du contrat général. Bon, voilà, pardon, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Encore une fois, le papier ne cherche pas à traiter de tout, il cherche plutôt à essayer de caler un axe stratégique, hein, qui est que de se dire finalement, plutôt que d'épuiser d'une certaine manière le système par des coups de rabot à répétition, on peut se dire que finalement, il y a voilà, une approche stratégique dont on parle depuis très longtemps, sur lequel on ne s'est jamais vraiment donné les moyens, jamais, qui est celui de la qualité des parcours, de la prévention au sens très large du terme. Et que quand on regarde aujourd'hui le modèle d'organisation français, le fait est que nous ne sommes pas mis en situation pour pouvoir tirer tout le bénéfice possible de ce que peuvent être des leviers très puissants autour de ces priorités-là, et qui me paraissent être de nature à la fois, si on arrive à bouger, à concilier qualité de l'exercice, attractivité du métier et capacité à freiner le tendanciel de bonne manière. Ça nécessite d'avoir un cadre stratégique, ça nécessite d'avoir un peu de temps devant soi, ça nécessite aussi que les acteurs du système acceptent de bouger. Ça vaut aussi bien pour les acteurs politico-administratifs qui vont devoir à un moment donné faire bouger le cadre juridico-économique, mais si possible sans chaque fois chercher à faire des cathédrales parfaites qui malheureusement ne sortent jamais, mais aussi les acteurs professionnels et syndicaux qui devront à un moment donné, soit du côté de l'hôpital ou de la ville, sortir un tout petit peu de réflexes territoriaux corpaux qui ne sont jamais très loin. Et compte tenu de ce que sont les défis qui nous attendent, je pense que si nous ne le faisons pas, nous serons régulièrement, même chaque année d'ailleurs, amenés à souffrir un petit peu et à voir les conditions d'exercice s'éroder petit à petit, ce qui, je crois, ne nous emmène pas dans les directions souhaitées. Voilà, pardon d'avoir été un peu long, mais c'était le propos liminaire. Non, pas du tout, je vous rassure, c'était pas du tout trop long, au contraire. On a écouté avec beaucoup d'attention. On va passer maintenant, aux questions et réponses, des personnes, qui sont inscrites. Je vois, il y a déjà pas mal de questions, donc je vous inviterai, chacun, chacune à lever la main. Vous avez la possibilité de le faire dans la barre d'outils en haut.
afin de prendre les questions qui seront prises dans l'ordre de levée des mains. Et donc, je commence avec la première question. Anne de Dan, je vous donne la parole. Vous pouvez remettre votre caméra, votre micro et poser votre question. Voilà. Monsieur le directeur général, merci infiniment. Donc, Anne de Dan, conseillère spéciale de Jean-Claude Grelier au Parlement. Tout ce que vous avez dit sur freiner la dépense ne souffre évidemment aucune protestation, pardon. Mais j'ai quand même deux sujets. D'abord, est-ce qu'on peut piloter un programme stratégique aussi important que celui d'adressement durable des comptes de la Sécu à 1 an? Et deuxième question, vous ne parlez pas des recettes. Je veux bien qu'on freine la dépense, on en est parfaitement d'accord, il faut le faire, ça ne suffira pas. Notamment si l'État récupère les 70 milliards de TVA qu'il donne chaque année à la Sécu, comment on fait? Donc je pense qu'il y a une réflexion sur les recettes structurellement à conduire et qu'en plus, à 1 an, on n'y arrivera jamais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je réponds tout de suite pour aller vite. Alors, je suis d'accord avec vos deux points, Anne. Je pense qu'évidemment, un pilotage annuel ne fonctionne pas. On a besoin d'avoir un cadre stratégique pluriannuel. C'est comme ça que je conclue mon papier. Voilà. Après, c'est pas tellement d'avoir un PLFSS pluriannuel. Je pense que d'avoir une trajectoire, c'est toujours utile. C'est toujours d'avoir une stratégie et effectivement une stratégie qui s'accompagne d'une trajectoire mondamienne, entre guillemets, à 5 ans. Voilà, ça, je suis d'accord. Et sur les recettes, je suis complètement d'accord. Mais alors, en précisant le fait que on a un déficit aujourd'hui de la branche maladie qui s'est creusé de manière spectaculaire depuis 2020. Je rappelle, avant le Covid, nous n'étions pas très loin de l'équilibre de la branche, avec des ondames qui se situent à peu près entre 2,3, 2,4, 2,5. On était à peu près dans la zone de tir, avec des leviers qui n'étaient pas forcément les bons pour y arriver. On était dans la zone d'équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020? Tout le monde le sait, en fait, c'est qu'on a chargé la colonne des dépenses par des revalos salariales importantes ou très importantes à l'hôpital, par des revalos conventionnels de moindre ampleur, mais qui ont existé aussi en ville. Ça est par ailleurs normal. Mais quand vous mettez quelque part quasiment 13 milliards de dépenses supplémentaires dans une branche, sans recette aucune en face, il est assez attendu qu'elle plonge. Voilà. Et je ne crois pas que nous arriverons à redresser la branche maladie par un effort annuel de réduction de la progression à dépenses, parce que pour ce faire, il faudrait vraiment avoir un Ondam extrêmement bas, on y reviendra peut-être, et je pense que d'avoir un Ondam extrêmement bas à très court terme vous fait repasser par des leviers comptables dont les effets seront sensibles, on pourra y revenir aussi. Voilà. Donc je crois, moi, à la nécessité de renflouer la branche maladie. Je pense que c'est nécessaire et indispensable. Mais en revanche, une fois qu'on l'aura renfloué et qu'on aura à nouveau une branche à l'équilibre, on aura à nouveau l'année suivante cet écart entre le tendanciel 4% et un Ondam soutenable à 2,5 qui nous reconfronte à cette même équation qui est au cœur de mon papier et sur laquelle je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer qu'on puisse chaque année augmenter encore les cotisations ou les ressources. Les ressources, elles vont augmenter naturellement autour de 2 à 2,5% selon ce qu'est l'activité en France. Et c'est là-dessus qu'on arrive à se caler. Donc, c'est là-dessus qu'il faut arriver à freiner le tendanciel pour essayer de tenir cet équilibre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Je sais pas s'il y a un petit souci de nom. Je ne sais pas qui est la personne. Démo logiciel de transcription ou si c'est une erreur. Vous pouvez poser votre question. C'est à Jean-Paul. Excusez-moi, c'est moi, c'est Jacques Bonte et je ne sais pas ce que j'ai foutu en me connectant. Excusez-moi. Oui, deux points. Alors moi, je partage 98% de ce que vous proposez, et je me demande si, pour permettre l'alignement et l'alignement rapide de cette stratégie, plutôt que de courir tous les lièvres à la fois, quand je dis tous les lièvres à la fois, c'est plusieurs maladies chroniques différentes, c'est essayer d'aligner tout le monde, tous les professionnels de santé, tout le système, avec un modèle, une pathologie,
en disant, voilà, on se fixe cet objectif-là, on se donne 2 ans, par exemple, pour voir les effets, et ainsi de suite. Et pourquoi pas prendre, par exemple, Alors, je sais que ce n'est pas une ALD aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet de santé publique, c'est l'obésité. Et est-ce qu'il n'y a pas une priorité à mettre là-dessus? Aujourd'hui, quand on regarde la proposition de la Haute Autorité de Santé sur les remboursements des produits, ils gardent ça pour l'obésité sévère, mais dans le même temps, la NSM vient d'ouvrir le droit de prescription à tous les médecins, y compris les généralistes. Donc là, il y a quand même une petite ambiguïté à mon sens. Et on sait aujourd'hui que plus la masse pondérale est importante, plus le coût de santé de la personne est important. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, comme l'a proposé la Cour des comptes récemment pour le diabète, la nécessité, au contraire, d'inverser la mécanique, d'essayer de prendre la personne dès la surcharge pondérale, de mettre en place toute une coordination comme vous le proposez de façon un peu systématique. Je pense qu'il y a une réflexion autour d'un modèle que pourrait être l'obésité. Et le deuxième point, très rapidement, mais probablement moins important, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudra affronter la question qui avait été soulevée par Fillon en 2017 sur petit risque, gros risque et ainsi de suite. Est-ce que la gastro-entérite, allez, je vais le lâcher parce que j'ai été chez Ipsen longtemps, est-ce qu'un produit comme le Smecta doit encore faire l'objet d'un remboursement? Voilà, des questions comme ça. Donc, je pense que le sujet de l'obésité, on est plus sur quelque part, si on segmente les enjeux de prévention entre primaire, secondaire, tertiaire, on est quelque part sur un enjeu de prévention, je sais pas, qui est plus primaire que tertiaire, même si, voilà, enfin, à grosse maille, quoi. Et donc, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de choses aujourd'hui à faire autour de la prévention, autour de la prise en compte des risques. C'est vrai sur le surpoids, c'est vrai sur le tabac, c'est vrai sur l'alcool, c'est vrai sur ce qui est santé au travail. On a un certain nombre de sujets sur lesquels, aujourd'hui, là encore, je pense qu'on a des marges de progrès considérables. Moi, je ne suis pas, en fait, d'un point de vue un peu tactique et de méthode, je suis très méfiant sur le fait de dire on se concentre sur un seul point, on en reparle dans 3 ans, parce que je pense que le sujet, en fait, pour avoir un effet sur le système, il faut, je pense, réussir à attraper pas mal de sujets à la fois, parce qu'un seul sujet n'arrivera pas à, surtout un sujet aussi multidimensionnel, je pense qu'on n'aura pas d'impact aussi fort qu'il serait attendu en n'en prenant qu'un seul. Et de surcroît, je pense que sur le suivi des pathochroniques déclarées, je pense que ce n'est pas si compliqué que ça, parce que le modèle d'organisation d'un bon suivi, il n'est pas tellement différent, même si ensuite sur chaque pathologie, on pourra amener des choses spécifiques, mais la philosophie n'est pas très différente. Et le modèle économique, il pourra être affiné, mais ce n'est pas chaque fois un effort conceptuel si important. Et on a, sur toutes ces pathologies, des médecins, généralistes et spécialistes, très, de ce que je vois, y compris autour de moi, très enclins et volontaires pour pouvoir s'investir dans ce champ-là. Petit risque et gros risque, moi, je n'ai jamais été un grand fanatique de cette affaire. Alors, même d'un point de vue assurantiel, en réalité, cette affaire est une très mauvaise affaire pour cette idée, est une très mauvaise affaire pour l'assurance maladie. Parce que quand vous êtes un assureur, vous regardez votre risque. Et quand vous regardez ce que sont les dépenses liées à ce qu'on appelle le petit risque, ce sont des dépenses qui augmentent peu. Ce qui augmente beaucoup, c'est ce qu'on appelle le gros risque, les affections de longue durée et les pathologies chroniques. Donc, quand vous resserrez l'assurance maladie obligatoire sur le gros risque, vous le resserrez sur un portefeuille de dépenses qui fait quand même 66%, c'est considérable, mais qui est celle qui a la plus forte dynamique. C'est comme si vous demandiez à un assureur privé, vous allez vous débarrasser de votre risque qui ne vous coûte pas trop cher, qui n'augmente pas beaucoup,
pour pouvoir vous concentrer sur ce qui va avoir la plus forte dynamique de progression. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Deuxièmement, je pense que ça poserait naturellement une question qu'on peut tout à fait d'ailleurs aborder, qui est la place des complémentaires dans la régulation du système, pas uniquement dans la protection du risque et la couverture, mais la régulation du système. Et moi, j'ai toujours été assez convaincu que basculer quelque part dans quelque chose qui nous amènerait vers le modèle américain avec des professionnels de santé ou des structures de santé qui auraient à la fois un contrat principal avec la sécurité sociale et ensuite 400 contrats particuliers avec des complémentaires qui auraient vocation à pouvoir, à un moment donné, peser sur les prix et sur les conditions de prise en charge, n'est pas la meilleure des idées. Donc je suis contre ça. Merci. Merci. Avant de donner la parole à Jean-Paul Ortiz, excusez-moi, mais ça rejoint un petit peu l'idée qui avait émergé il y a quelques années Enfin, ça rejoint pas vraiment l'idée, mais disons qu'il y a une idée un peu similaire qui était émergée, je crois que c'était en 2022, sur le sujet de la grande sécu. Quelle est votre vision de cette proposition? C'est aussi, là encore, pardon, alors peut-être paraître très conservateur, mais c'est aussi quelque chose dont je ne comprends pas l'intérêt. C'est-à-dire que la grande sécu, pour faire simple, ça consiste à aller chercher dans ce que prennent les complémentaires toute la partie qui est en gros le ticket modérateur, le forfait hospitalier, ce qui, sur à peu près une très grosse, alors les chiffres sont plus complètement à date, mais je dirais que les complémentaires, elles remboursent à peu près une très grosse trentaine de milliards d'euros. Ça peut à peu près les 2/3 de ça. Et donc ça, vous transférez à la sécurité sociale et vous appelez ça la grande sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça a un premier effet, c'est que vous augmentez la dépense publique de 20 milliards. Donc, vous devez augmenter les cotisations sociales de 20 milliards. Vous devez prier pour que les droits, enfin, les garanties complémentaires, les cotisations complémentaires baissent à la concurrence, mais vous n'en êtes pas complètement certain. Vous avez des transferts entre actifs et inactifs qui ne sont pas triviaux, puisque les actifs ont des couvertures d'entreprise. Et donc, eux, bon, voilà, ils paieront un petit peu moins. Mais en revanche, les retraités et les sans-emploi sont beaucoup plus exposés au niveau des complémentaires. Et après, une fois que vous avez ça, vous vous dites qu'est-ce que j'ai acheté finalement? Et en fait, quand vous expliquez, j'ai acheté le fait que le tiers payant va être plus simple. Enfin, pardon, mais je veux dire, non, on a acheté, je vois Jean-Paul et Bernard, on a en gros acheté le fait que les professionnels de santé, dès lors qu'ils sont uniquement à tarif opposable, et uniquement sur un tarif opposable, auront un seul payeur. Donc c'est plus simple parce qu'on peut faire du tiers payant. Bon, de manière plus simple, avec un seul payeur. C'est cher la simplification. Moi, je sais que à la PHP, a fortiori avec des systèmes qui vont se développer avec ROC, qui va à mon avis simplifier les choses, on me dit ça me ferait gagner dans mes services d'admission et de facturation 300-400 emplois. Bon, ben, vous mettez ça à l'échelle du pays, puisque moi je fais près de 10% d'hospitalisation publique, vous dites que voilà, vous avez gagné 5 000, 6 000 postes. 20 milliards et 6 000 postes, c'est pas donné. Voilà. Donc, et après, vous avez toujours quand même besoin d'une complémentaire, non pas pour les jeunes, mais pour les plus âgés, parce que vous avez des dépassements d'honoraires que vous n'avez pas traités, vous avez les champs particulières que vous n'avez pas traités, vous avez le dentaire que vous n'avez pas traité, vous avez l'ALPP que vous n'avez pas traité, vous n'avez pas tué les complémentaires. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'à la fin, ça coûte moins d'argent, parce que je pense que le système ne s'équilibrera pas. Les plus et les moins ne seront pas égaux. Je pense qu'à la fin, il y aura plus de cotisations et de cotisations complémentaires et de cotisations sécu qu'avant. Voilà. Je constate que c'est la fausse bonne idée par excellence. Merci de votre réponse. Jean-Paul Ortiz, excuse-moi, je vous donne la parole. Oui, merci. Alors d'abord, merci Nicolas pour ce papier, pour cette contribution que je trouve extrêmement intéressante, riche, équilibrée, sans parti pris caricatural comme on le voit trop souvent. Mais venant de vous, ça ne m'étonne pas et je vous en remercie. Alors moi, je voulais faire une remarque et vous poser deux questions. La remarque, c'est sur la place et le renforcement de ce que j'appelle la médecine de première ligne. La médecine de première ligne,
C'est pas que la médecine générale, c'est aussi l'apport de spécialités que je qualifierais de proximité. Et je suis complètement favorable à ces consultations avancées, mais lorsqu'on regarde des modèles étrangers, que je connais bien, comme le système de santé catalan ou le système danois, on voit bien que la prise en charge repose sur une médecine de première ligne extrêmement renforcée. On ne l'a pas fait en France. C'est non seulement, encore une fois, la médecine générale, mais aussi les autres professionnels de santé, la délégation, les IPA, etc., etc. On a commencé avec les assistants médicaux, c'est très bien, mais je pense que l'effort majeur doit porter là-dessus, en particulier pour la prise en charge des pathologies chroniques. Alors ma question, elle va aborder deux autres points. Le premier concerne les ressources humaines, et je suis d'accord avec vous, on manque beaucoup de projection sur c'est quoi le métier de médecin demain, dans quelle spécialité, est-ce qu'on aura autant besoin de radiologues, de dermatologues, qu'est-ce qu'ils feront? Moi, j'en suis pas si sûr. Et cette frénésie de vouloir en former toujours plus, quelque part, m'inquiète un peu. Alors, j'ai pas ni la compétence ni pour l'expertise pour dire, voilà, il en faut 10 500 plutôt que 10 800 dans telle ou telle manche, etc. Mais je pense que là, on a un vrai déficit, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, on a un vrai déficit de projection, c'est pas facile, mais on a un vrai déficit d'analyse et de projection de qu'est-ce qu'on fera demain, dans quel cas, dans quelle spécialité et comment. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, qui nous concerne tous les deux, vous et moi, pourquoi on n'est pas arrivé à enclencher au moins la première, pour ne pas dire la deuxième, sur le chemin de la pertinence et de la qualité. On avait réfléchi ensemble, et la ROSP a été certes très décriée, c'est un outil rustique, etc., etc., mais indiscutablement, elle a eu un impact positif. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé dans toutes les spécialités, comme on en avait parlé ensemble, en prenant une thématique ou deux maximum dans chaque spécialité pour amorcer ce mouvement qui, à mon sens, est un gisement considérable pour contrôler ces dépenses qui évoluent trop vite. Et je m'interroge toujours là-dessus. Pour moi, c'est un échec un peu collectif, mais c'est un échec. Et je pense qu'on n'a pas été assez offensif et assez incitatif probablement pour arriver à enclencher ce mouvement qui me semble indispensable et majeur dans les années à venir. Après, vous parlez de l'article 51, je porte un article 51, je m'intéresse beaucoup aux modalités de nouvelles organisations du système de santé. C'est bien l'article 51, mais c'est pas possible, quoi. Il faut faire un système disruptif, rapide, qui aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que ce dispositif qui est certes intéressant, mais qui est quand même très, 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 très lourd. On fait la course avec des chaussures de plomb dans cette histoire innovation. Merci Nicolas encore pour cette contribution et vos explications toujours claires. Merci Jean-Paul. Rapidement, sur moi, médecine de première ligne, je suis absolument convaincu de la nécessité d'avoir une médecine de première ligne au sens large du terme, hein, que ces médecins et soignants ensemble, ça c'est tout à fait clair pour moi. Vous dites aussi médecins dans des spécialités de premier recours. Oui, après, moi je suis, entre guillemets, comment dire, j'ai le sentiment que cette tendance qu'on observe partout quand même à ce que les médecins se regroupent dans des spécialités communes, cardiologue, diabète, etc., est une tendance durable et que du coup les spécialistes auront de plus en plus de mal à mailler le territoire autant qu'ils pouvaient le faire il y a 20-30 ans. Des consultations avancées, c'est ça. Oui, c'est ça, ce que je viens là. D'où le fait qu'il faut aller vers des consultations avancées. Il y a des consultations avancées, encore une fois, pas uniquement sur le volontariat, parce que je pense que celles-là, on ne les verra jamais, ou très peu. Voilà. Deuxièmement, sur les RH médicales, les noms de médecins, alors là, je partage complètement, je l'ai écrit, je l'ai dit. Moi, je suis extrêmement perplexe sur le fait qu'on puisse filer 12, 13, 14, 15, 16 000, et j'en trouve il y a quelques temps. Parce qu'en effet, dans 10 ans, je pense que le métier de médecin sera forcément impacté, à la fois par
la montée en puissance des délégations de compétences et de la pratique avancée, et de ce que peuvent faire davantage d'autres professionnels de santé. Je vois que Marie-Eugène Comon parlera après, mais voilà, je pense que là-dessus, les médecins sont en train doucement, c'est très lent, de bouger dans leur tête sur le fait qu'ils n'ont pas vocation à tout faire. Quand on voit ce qu'ont été les batailles sur la vaccination, chaque fois des drames, sur des renouvellements de prescriptions, chaque fois des drames, je pense que les médecins ont besoin de bouger, mais ça bouge, et je trouve globalement, tout en insistant sur le fait que je suis en revanche très perplexe sur tout ce qui consiste à jouer une forme d'autonomisation, notamment des IPA vis-à-vis des médecins, parce que ça, je pense que ça va à rebours de ce que doit être une bonne articulation sur le suivi des patients chroniques. Ça, je suis d'accord. Et puis, j'y insiste, je pense qu'il n'y a pas uniquement le nombre de médecins, il y a aussi le choix des spécialités. Et on voit bien quand même que demain, on va avoir besoin de médecins qui prennent en charge du patient âgé, un peu psycho. Et c'est là-dessus qu'on a quand même beaucoup de mal à recruter, et dans des établissements, hospitaliers, ouverts 24/24, avec la permanence des soins, les salaires qui sont pas ceux du privé. Donc on a quand même tout un enjeu autour de l'attractivité et de la fidélisation sur ces spécialités, entre guillemets, ingrates. Pertinence et qualité, vous avez raison, on n'a pas suffisamment bougé, c'est vrai en ville, c'est vrai à l'hôpital aussi. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment ni les indicateurs, ni les incitations économiques, ni la transparence. Je pense que c'est un vrai chantier. Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas arrivé? Parce que c'est pas tant qu'on ne s'est pas intéressé à ce sujet, mais je pense que Jean-Paul, on s'y est moins intéressé que la revalorisation du tarif de base dans les négos conventionnels, qui ont toujours été le driver des syndicats, dans un truc quand même assez schizophrénique. Je me suis permis de le dire à FG France quand ils m'ont invité là récemment à leur congrès, qui est qu'on est tous convaincus en réalité qu'il faut faire bouger le modèle et valoriser pas seulement le tarif de base de la consultation de base, mais des consultations longues, des prises en charge un petit peu plus globales. Enfin, il n'empêche que syndicalement, les syndicats qui portent le tarif de base, et ça consomme beaucoup d'argent sans avoir le moindre effet structurant. Enfin, quant aux articles 51, je pense que d'abord, ils ont le mérite d'exister. Moi, je revendique l'article 51 pour avoir été une proposition d'assurance maladie en 2017. Avant, les expérimentations étaient des trucs qui mettaient 2, 3, 4 ans à démarrer et sur lesquels il n'y avait jamais d'évaluation. On a quand même réussi à en lancer, je crois qu'il y en a 100 et 200. Alors, ça reste lourd, mais aujourd'hui, on est dans une phase où, quelque part, il faut inventer l'après-article 51. Parce qu'on voit bien que beaucoup d'articles 51 tournent autour à peu près des mêmes modèles d'organisation, des mêmes modèles économiques, que leurs évaluations sont probantes, que maintenant, moi, ce que je plaide, c'est qu'on ne vive pas de multiples articles 51 sur des bouts de prise en charge dans des bouts de territoire, et qu'on essaie d'inventer un modèle qu'on pourra d'ailleurs recaler en cours de route si on s'aperçoit qu'il est économiquement déséquilibré dans un sens ou dans l'autre, en affichant la règle du jeu d'emblée. Je pense qu'il faut qu'on bouge sur le mode d'organisation des parcours et des prises en charge pluridisciplinaires et du bon suivi des patients, sans attendre qu'on relance des expés avec des évaluations dans 3-4 ans, parce que les 3-4 prochaines années vont être économiquement quand même très rudes si on n'arrive pas à déclencher ou enclencher des voies de freinage de la dépense autres que le freinage tarifaire. On pourra venir sur les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre. Enfin, on n'en a pas le mode d'emploi précis aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai compris qu'on aurait un Ondam en dessous de 2%. Parce que quand vous avez 5 milliards de progression sur 263, entre 1,8 et 1,9, vous y mettez la CNRACL pour les établissements publics, vous êtes au global à 1,5. Ce n'est pas le relèvement des participations avec franchise qui ont été annoncés, qui vont permettre de boucler les 5 milliards. Donc, je m'attends, moi, malheureusement, à ce que nous ayons une campagne tarifaire dans les hôpitaux, publics et privés, qui va être négative et potentiellement sanglante. Moi, quelque part, faute de mieux, à court terme, compte tenu de la situation du pays, voilà, c'est la vie.
je pense que les hôpitaux se remettront d'une année d'effort, on va leur demander un effort très important. Mais si c'est le seul moyen de faire en 26, en 27, en 28, en 29, là, je pense que nos structures n'y résisteront pas. Et moi, je sais que, étant à la PHP, j'ai pris la PHP en 2022 dans un moment de grande crise RH. Nous avions perdu 12% de nos infirmières, 12% d'infirmières en moins. On était à 20% d'infirmières. On avait les médecins qui se barraient, notamment en chirurgie. Bon, on a mis en place toute une série d'actions un peu multidimensionnelles pour essayer de travailler sur les conditions d'exercice et de travail à la paix. On est en train quasiment de regagner les effectifs perdus, rouvrir nos lits. Si on doit à nouveau redurcir sur la productivité, les ratios infirmiers, les conditions de travail, non pas qu'il n'y ait pas des choses à faire, il y a plein de trucs à faire dans nos structures pour mieux gérer. Je ne suis pas dans un discours caricatural, mais si on fait peser à nouveau de la contrainte forte sur réduire l'emploi soignant, en support des soignants, parce que moi je crois beaucoup à l'importance pour les soignants d'avoir des fonctions support de proximité auprès d'eux et que les choses se redégradent, je pense que les générations actuelles sont plus celles d'il y a 20-30 ans. Ils se barreront. Et moi, c'est ce qu'on a vu en post-Covid. Les professionnels se sont barrés et les jeunes ne resteront pas. Et là, je parle à la fois des paramètres et des médecins. Les jeunes médecins, aujourd'hui, ne sont plus dans une posture sacrificielle. Et si à un moment donné, ils considèrent que les conditions ne sont pas réunies, ben, ils partiront en libéral, dans le privé. C'est très bien, on a besoin de libéraux, on a besoin d'établissements privés, mais on a aussi besoin d'établissements publics. Merci beaucoup. Je rebondis, comme vous avez évoqué justement les mesures, certaines mesures qui ont été annoncées hier par le Premier ministre. Vous pensez que justement dans ces mesures, on reste dans une vision court-termiste que vous regrettez et qu'on ne s'inscrit pas dans la vision à plus long terme, vraiment avec une véritable stratégie et une gouvernance claire de la part des pouvoirs publics? Votre micro est coupé. Votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Je disais en souriant, vous ne me ferez pas dire du mal des annonces du Premier ministre. Mais plus sérieusement, je pense que l'équation auquel le gouvernement est affronté est une équation qui l'oblige à prendre des mesures de court terme. Il n'est pas raisonnable de dire que dès 2026, on serait capable d'avoir un freinage fort de la dépense tel qu'il est souhaité viser par des leviers de qualité ou de prévention qui nécessitent forcément un peu de temps pour se mettre en place et se déployer. Je pense qu'une fois qu'elles sont déployées, elles ont des temps de retour, entre guillemets, beaucoup plus rapides qu'on le pense, mais il y a quand même un temps de déploiement. Logiquement, vu l'équation des finances publiques, il était attendu que des actions et des mesures de court terme soient prises. Ça ne m'a pas surpris. Après, je n'en ai pas aujourd'hui encore le mode d'emploi. Donc, je ne sais pas comment elles vont s'équilibrer entre les différents leviers potentiels. Voilà. Voilà. Merci. Marie-Augé-Comont, je vous donne la parole. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Eh ben, Jean-Paul a un peu dit tout ce que je voulais dire, en particulier sur l'assentiment de tous vos propos et en général aussi le fait qu'on n'a pas complètement réussi à organiser, si vous voulez, la régulation des dépenses de santé lorsqu'on s'y est attelé, que ce soit sur le médicament ou sur autre chose. Donc, pertinence et qualité, moi je pense que c'est là où on a échoué le plus. Aujourd'hui, on voit des traitements de plus en plus lourds, plus ou moins bien utilisés. La preuve, c'est qu'il y a une observance qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et vous n'avez encore pas parlé, vous savez qu'en ce moment, nous devons répondre à une mission flash du Premier ministre sur le prix des médicaments. Que pensez-vous aujourd'hui, vous, de cette évolution du prix des médicaments qui nous entraîne vers, d'une part, des augmentations très fortes et d'autre part, vers des baisses très fortes sur des médicaments dits matures et peut-être est une des causes des pénuries actuelles. Voilà, moi j'aurais aimé avoir votre avis, je n'ai pas trouvé dans le document
Je n'ai pas trouvé dans le document ces propos-là et j'aimerais bien que vous nous disiez exactement. Mais parfaitement d'accord sur, effectivement, de travailler sur la pertinence des soins et même dans le cadre de ce que j'appelle la déprescription. Bon, après, Merci beaucoup, encore une Nicolas. fois, merci Marie. Bon, encore une fois, je le retire le papier, j'ai voulu le faire d'une taille entre guillemets raisonnable et ne pas ouvrir trop de sujets. Je voulais essayer d'angler sur l'enjeu des pathologies chroniques parce que je suis convaincu que c'est quand même là-dessus qu'on a le levier d'efficience et d'amélioration le plus fort et avec une capacité à bouger les organisations de soins qui n'est pas du tout hors de portée. Sur le sujet du prix des médicaments, je pense que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'en dis rapidement un mot, parce que quand je parle de réguler les prix, je dis bien que ça n'est pas un levier illégitime dès lors que ça ne devient pas le levier qui règle tout. Et il y a en effet et j'en fais rapidement mention, et j'y reviendrai plus longuement pour vous répondre, il y a évidemment un enjeu autour du prix des innovations, de même qu'il peut y avoir sur les actes médicaux, des rentes économiques sur certaines spécialités liées je ne vais pas en citer, mais enfin, j'ai quelques exemples très précis en tête, à la fois à l'ancienneté de la CCM, même si elle est en révision, et puis sur ce que peuvent être des niveaux de rémunération qui, notamment dans le champ de la radiothérapie, me paraissent être aujourd'hui déraisonnables. Mais sur les prix des médicaments, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, j'ai toujours pensé que nous payons beaucoup trop cher les innovations, beaucoup trop cher. Que du coup, ça nous amène à taper beaucoup trop fort sur les produits de nature. Et nous payons beaucoup trop cher les innovations parce que toute une série de raisons que nous connaissons tous ici, qui tient au fait qu'on est sur un marché asymétrique. On a en face de nous des acteurs globaux qui négocient avec des États éparpillés et avec une décorrélation entre les prix faciaux et les prix nets sans transparence aucune. Et je pense que les niveaux de rentabilité de ces industriels est à mes yeux un sujet d'interrogation, que l'argument des dépenses liées à la recherche est pour moi aussi un sujet d'interrogation parce qu'on voit quand même que la recherche publique est quand même très souvent très présente et que les milliards que coûte le développement d'un seul produit, j'aimerais bien tout en temps qu'on puisse vérifier tout ça précisément. Voilà. Après, je suis très pessimiste en réalité sur notre capacité à agir. En réalité, je ne crois pas qu'on sera capable en réalité de redresser le rapport de force et de freiner ce moteur-là, ce d'autant que je pense que nous sommes, et c'est heureux, dans une phase plutôt d'avancée thérapeutique réelle dans beaucoup de champs de pathologie, notamment en cancéro, aussi en cardio et en diabéto. Et que du coup, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a vécu sur les années, je dirais, 2000, 2015, 2020, où c'était plus poussif, entre guillemets, la promesse était rarement tenue sur le plan des impacts thérapeutiques. Là, en revanche, on peut pas nier que l'immuno, les NTI, les nouveaux produits ont un impact. Je suis assez pessimiste en réalité, et ce qui montre bien d'ailleurs que moi, je ne m'attends pas à ce qu'on puisse faire autant d'économies sur des produits de santé que nous avons pu en faire dans les années 2010-2020. Je ne crois pas ça. Voilà. On peut s'interroger quand même sur la financiarisation de tout le système. Oui, mais ça, c'est les médicaments. Vous voyez, sur Oui. l'industrie pharma a toujours été industrielle et financiarisée. Après, il y a la question de la financiarisation des acteurs de soins. Ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on a vu sur la biologie, ce qu'on voit sur l'imagerie, ce qu'on voit se développer maintenant dans le champ de la médecine de ville. Mais c'est autre chose. Merci beaucoup. Gérard Merci, Dubois. Nicolas. Merci, Marie. Merci, monsieur le directeur. J'ai passé une dizaine d'années, mais il y a 40 ans, à la Caisse nationale d'assurance maladie, mettant en place notamment la prévention qui pratiquement n'avait pas d'existence officielle au sein de l'assurance maladie à l'époque. Je vous remercie d'avoir fait un constat d'une situation qui est à la fois difficile et douloureuse et fait des propositions prudentes. On voit que l'expérience
est là et que face à un système d'une grande complexité, on a toujours une prudence, mais avec la volonté d'avancer. Alors, je suis à l'Académie de médecine et membre d'un comité qui s'appelle le Comité d'économie de la santé et de l'assurance maladie et qui a fait un certain nombre de propositions qui sont parfois passées, même souvent passées inaperçues. Alors, il en est une. Vous avez vous-même indiqué qu'il y avait 3 branches. La branche famille, et pour faire simple, c'est de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. La branche vieillesse, c'est de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. La branche maladie, c'est aussi de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort, mais c'est de l'argent qui sort pour une fonction bien précise, qui est la prise en charge et la prévention de la maladie, et non plus le fait d'être vieux ou le fait d'être une famille. Et donc, c'est une stratégie tout à fait différente. Les 2 premières, on peut tout à fait concevoir que des financiers purs, à la limite, pourraient s'en occuper, même si les conséquences sociales sont évidentes. Par contre, le fait que l'assurance maladie est quelque chose de tout à fait particulier, on peut s'interroger de son rattachement ministériel. On constate qu'on a soit des méga-ministères, c'est la situation actuelle, avec le travail et d'autres bibelots, et la santé étant une préoccupation pas forcément majoritaire et même agaçante au niveau du ministère. C'est une branche qui ne fait pas comme les autres. Voilà. Et la proposition qui a été faite et que certains font depuis longtemps, c'est de se dire que plutôt que d'avoir un ministricule de la santé, un secrétaire d'État ou un méga-ministre, mais jamais quelque chose à la bonne dimension, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un ministre de la santé et de l'assurance maladie? C'est-à-dire que cette branche soit rattachée à sa fonction. On n'imagine pas qu'un ministre de l'Agriculture n'ait pas le budget de l'agriculture et que le ministre de la Santé n'ait pas le budget de l'assurance maladie ou parmi beaucoup d'autres, n'est pas fonctionnel. Est-ce qu'un ministre de la Santé et de l'assurance maladie ne permettrait pas de clarifier les choses? Deuxième point, je suis tout à fait heureux qu'on n'entende plus parler de privatisation. J'avais l'habitude de répondre, quelques pourcents de la population une année donnée représentent plus de 50% des dépenses. Quels sont les, mettons, 5% des Français capables de payer 50% des dépenses d'assurance maladie? Ça règle la question du fait que le système pourrait être totalement privatisé. Il peut y avoir une place, mais de façon simple, il y a eu une évolution des idées et il n'y a plus tellement de remise en cause de la solidarité nécessaire pour avancer dans le domaine de la prise en charge de la maladie. Donc, ma première question, c'était un ministre de la Santé et de l'Assurance maladie. J'en ai une autre, elle est un peu agaçante, celle-là. On pourrait tout à fait envisager que l'assurance maladie puisse proposer sa propre mutuelle. Ça serait quasiment à coût nul. Alors, je sais qu'il y a des engagements non écrits qui datent de 1945 au moment de la mise en place de l'assurance maladie telle qu'elle est actuellement, qui ne voulait pas tuer la préexistence des mutuelles, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une proposition de ce type qu'on peut éventuellement retrouver dans quelques régimes comme celui dans l'Est ou d'autres qui existaient préalablement en France. Voilà, je me contente de ces deux questions relativement simples, mais pas si simples que ça. Alors, sur la première, moi, je ne crois pas, enfin, il s'agit de dire que le ministre, parce que Xavier Bertrand a été à un moment donné chargé de l'assurance maladie dans sa première fonction ministérielle. C'est Elisabeth Hubert. Elisabeth Hubert a été la seule à être vraiment santé et assurance maladie. Et même, je me souviens que Xavier Bertrand avait eu un poste, je ne sais pas s'il était ministre délégué ou secrétaire d'État à l'assurance maladie. Bon, après, la question, je pense que, et c'est le sens d'ailleurs de l'évolution des choses depuis maintenant une grosse dizaine d'années, même un peu plus, une quinzaine d'années, que l'assurance maladie qui s'est historiquement un peu construite un peu à côté ou contre le ministère, et qui a été vécue par le ministère comme étant un acteur très autonome par rapport à lui, s'est progressivement remis dans un fonctionnement, entre guillemets, je dirais même d'ailleurs démocratique normal, parce que je pense qu'il y a besoin d'avoir en France une politique de santé, dont on voit bien qu'elle est par ailleurs financée par des ressources
qui ne sont pas que celles des cotisations et de la CSG, et que l'assurance maladie doit, à un moment donné, s'inscrire dans une stratégie générale et nationale. Et donc, ça s'est traduit par diverses évolutions, mais notamment le fait que les négociations, on le voit bien là depuis quelques années, sont menées par l'assurance maladie, mais sur la base de mandats quand même très précis, mandats économiques, mandats d'orientation, puis de suivi des choses qui font qu'on ne peut plus dire que l'assurance maladie vit sa vie toute seule dans son coin. Et elle rend des comptes, et quelque part, elle ne fait pas que rendre des comptes tous les 5 ans au renouvellement du mandat du directeur général, mais dès qu'on est sur des sujets sérieux, voilà. Je crois en revanche qu'il ne faut pas tuer l'assurance maladie en tant qu'institution opérateur, parce que c'est moi, pour y avoir été en responsabilité pendant presque 6 ans, moi j'étais très admiratif de ce qui est capable de faire l'assurance maladie dans la conjugaison de ses missions, de ses ressources internes. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais je pense que c'est un modèle qui est extrêmement puissant dès lors que l'assurance maladie travaille avec le ministère, travaille avec les ARS et évidemment travaille avec les professionnels de santé, puisque c'est une de ses missions que de construire un dialogue, et qui est un dialogue conventionnel assis sur la négociation conventionnelle. On peut regretter qu'elle soit moins efficace que la voie réglementaire où le ministère décide et où tout le monde exécute, et qui, je le trouve, est aussi quelque chose qui, s'il y a un peu de viscosité dans ce système-là, permet normalement d'embarquer les acteurs et les professionnels mieux que quand on est dans la concertation suivie d'une décision unilatérale. Sur l'idée que l'assurance maladie développe sa propre complémentaire, pour tout vous dire, c'est une idée qui m'a non seulement traversé l'esprit quand j'étais à la tête de l'assurance maladie, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Donc j'en avais regardé très précisément les modalités juridiques, ce que pourrait être un modèle économique, ce que pourrait être le champ des garanties que nous pourrions prendre, qui évidemment n'ont pas vocation à tout couvrir. Voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas de mémoire, n'avait pas donné lieu à des feux rouges, ni juridiques, ni économiques, ni techniques. Ça conduisait à ce que l'assurance maladie soit en capacité de proposer une complémentaire de premier niveau. Il n'y avait pas les champs particuliers dedans. Mais il y avait l'OCTAM sur les dépassements d'honoraires, il y avait évidemment tout ce qui était ticket modérateur, il y avait évidemment la partie RAC 0 sur tout ce qui était de prothèses optiques et dentaires, à des niveaux de prix qui, comme ça, quand on projetait le modèle, étaient quand même, non pas inférieurs de moitié, mais qui étaient quand même inférieurs au marché. Après, le Covid est passé par là, je suis passé à autre chose, mais je pense que ça doit se trouver quelque part dans les archives de la... Si je peux apporter une précision, monsieur le directeur, je ne mettais pas du tout en cause la fonction de l'assurance maladie, au contraire, mais qu'elle ait un interlocuteur dédié. C'était ça l'idée. Voilà. C'était pas du tout une fusion, c'était vraiment l'assurance maladie telle qu'elle est, etc., mais avec une prise en charge politique. Et c'est le cas. Vous demandez à Thomas Fatto, mais moi c'était déjà le cas quand j'étais à la CNAM, on passait notre vie au ministère et on rencontrait très régulièrement, on était en contact direct avec moi c'était Agnès Buzyn et avant Marisol Touraine, Agnès Buzyn, Thomas Fatto, c'est le ministère de Vautrin. Ce dont je parlais, c'était le pouvoir politique de ces ministres. Soit on a un ministre très fort, mais qui a un champ d'action extrêmement large, où la santé pèse, mettons, 10%, et puis ou un ministre, mais qui a beaucoup moins de pouvoir, un ministre délégué ou un secrétaire d'État, et qui pèse peu, notamment face au ministère des Finances. Et je crois que… merci pour la réponse en ce qui concerne le mutuel, parce que nous avions une discussion interne du César pour savoir s'il fallait mettre ça à l'ordre du jour. Votre réponse m'amène à penser qu'il faut le mettre à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Alain Olympi. Oui, bonjour. Vous l'avez évoqué en filigrane, effectivement, le besoin de dépenser mieux
parce que le budget de la santé est quand même assez considérable et au regard de nos voisins, effectivement, on est pas mal lotis. Donc, ce besoin de dépenser mieux, plutôt que de freiner la dépense ou poser la question des recettes, effectivement, comment dépenser mieux, ça c'est la question. Mais je voulais donc ça peut être une question, mais le regard du patient, c'est aussi comment lutter contre ce corporatisme qui est quand même le gros frein, même si on voit des signes qui apaisants, si j'ose dire, sur le travailler ensemble, qui est quand même un sujet aujourd'hui. Alors on le voit avec, il y a eu l'éducation thérapeutique à l'hôpital, par exemple, dans les organisations de soins ou les CPTS dans les territoires. Mais comment lutter contre cette incapacité quand même qu'on a à travailler ensemble face à un système qui est quand même médico-centré? Le médecin est au centre de tout. On ne voit pas la moindre. Enfin, il est presque inimaginable de penser que la moindre organisation, il n'y ait pas un médecin qui soit directeur, alors qu'on s'en fiche qu'un médecin soit directeur. Comment lutter aujourd'hui contre cette espèce d'incapacité à travailler ensemble, de reconnaissance, de corporatisme qui existe encore? On voit tous ces débats, et vous l'avez évoqué, dès qu'il s'agit de déléguer quelque chose, c'est tout un sujet. Donc comment sortir de tout en respectant évidemment la fonction, le rôle, la posture, etc., de ce système médico-centré aujourd'hui? Est-ce qu'il faut en sortir d'abord, et comment en sortir? Bon, d'abord, pour le travailler ensemble, bien sûr. Ouais. Moi, je pense qu'on. Enfin, vous avez raison, hein, je pense que c'est un des grands. Des difficultés anciennes qui est toujours devant nous, que de réussir à trouver un chemin par-delà les réflexes corporatistes qui sont nombreux et de toutes sortes. Hein. C'est médecin contre non-médecin, c'est généraliste, spécialiste, c'est ville, hôpital, enfin voilà, il y a de quoi faire. Voilà. Bon, voilà, je n'ai pas la réponse simple pour comment arriver à quelque part aider à ce que les choses s'apaisent et qu'on réussisse à avancer. Je pense que d'abord on avance un peu, malgré tout, les choses avancent. La question, c'est de savoir comment elles pourraient avancer beaucoup plus vite, parce que ne faut pas se dire que c'est formidable, d'ici 10 ans, ça ira bien, parce que les 10 prochaines années vont être longues et pénibles si on n'arrive pas à faire que le système progresse dans sa capacité à mieux prendre en charge. Voilà, après, moi, je n'ai pas d'idée magique sur la manière de faire. Je pense que ça passe évidemment, réponse sincère, hein, mais qui n'est pas claire aboutie, par le fait d'avoir un cadre stratégique, un cadre de dialogue, où on donne du sens à ce que l'on propose aux acteurs, mais avec de la cohérence, de la stabilité, du dialogue. C'est ce qui, je pense, est le rôle du politique quand il s'agit de faire avancer un système de santé qui, par définition, nécessite d'affronter de la complexité, d'embarquer des acteurs divers. Et pour ça, il faut... moi, je vois bien les acteurs, à un moment donné, il y a toujours un peu... petit réflexe corpo qui se réveille. Mais si on propose à un moment donné un cadre stratégique qui fait sens au regard des enjeux patients, bonne prise en charge et soutenabilité du système, y compris économiquement pour les acteurs eux-mêmes, il y a quand même moyen d'y arriver. Ce n'est pas vrai que quand on est face à un problème aigu, il n'y a pas de volonté d'essayer de le régler, quoi. Je ne me résigne pas à ce que... Après, il faut avoir, évidemment, être capable d'articuler cette vision, il faut avoir du temps devant soi, il faut avoir envie de le faire. Et si vous me permettez une réflexion par rapport à l'attractivité, je pense que depuis quelques années, notamment la crise Covid, alors évidemment, a révélé des métiers en tension, etc. Mais je pense que quand on est jeune, on n'a pas envie d'entendre et de s'engouffrer dans une profession où tous les acteurs disent ça va mal, on a des métiers pourris, on travaille dans des endroits dégueulasses, etc.
Et c'est vrai que quand on regarde les métiers, tous les acteurs de la santé, alors je pense à mes syndicalistes préférés, mais pas que, quand on entend ce discours négatif sur son métier, ça pousse pas les jeunes, effectivement, à s'intéresser à ces métiers. Si on dit, vous êtes mal payé, vous allez travailler dans des conditions déplorables, avec des directeurs torsonniers, enfin, etc., plus machin, c'est vrai que ça pousse pas à l'attractivité. Il faudrait un peu de sérénité de tous ces acteurs, de dire, effectivement, on a besoin d'améliorer, etc., etc., mais pas décrier, avoir un langage un petit peu plus serein sur son métier et ces magnifiques métiers de la santé, effectivement, quel que soit le niveau. Nuancer, Alain, parce que je pense que vous avez raison, ce côté, notamment hôpital bashing, on le connaît bien à la PHP, notamment, parce que Alain Olympier est membre du conseil de surveillance de la PHP, donc je dénonce pour tout ce qui est mais moi, je n'observe pas qu'il y ait un désintérêt des jeunes pour les formations médicales et paramédicales. Ce n'est pas vrai. Les facultés de médecine sont blindées de candidats et les IFSI montent en puissance. Et ce n'est pas ça le sujet. C'est ensuite, une fois qu'on est diplômé, de rester dans ces métiers et de rester dans des exercices où sont les besoins. On est d'accord. Aujourd'hui, j'ai découvert récemment un truc qui m'a stupéfait, c'est aujourd'hui, vous avez que la moitié des médecins généralistes en France qui sont sur une fonction de médecin traitant. Bon. Je passais dans la rue, là, récemment, je voyais une plaque, médecine générale psychosomatique. C'est écrit noir sur blanc, et vous en avez comme ça un paquet. Nutrition, sophrologie, etc. Plus tout le développement des soins non programmés. Vous avez des médecins généralistes qui ont complètement basculé sur autre chose que du suivi de patients chroniques et du suivi de patientèle, et qui font que de la consultation non programmée, soit en téléconsulte, soit dans des centres spécialisés. Donc, on a un problème. Il faut réussir à orienter, non seulement attirer, mais ça c'est bon, les stabiliser, les fidéliser, et ensuite les orienter vers les bons exercices. Ce n'est pas en leur faisant la leçon, c'est en recréant des conditions d'exercice qui donnent envie d'y aller. Sinon, ils ne viendront pas. Il ne tiendra pas, on ne tient pas d'ailleurs. Merci, Nicole. Monsieur, Madame Pérez. Oui, bonjour. Je suis Alain Pérez, je suis journaliste. En fait, Monsieur Revel, je voulais vous revenir sur deux points que vous évoquez dans votre papier qui est formidablement intéressant. Et c'est d'une part la difficulté d'associer proximité et qualité, et d'autre part la transparence. Alors, sur le premier point, proximité et qualité, les Français, précisément, demandent les deux, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des hôpitaux de qualité à proximité. Et on l'a vu récemment avec le problème des maternités, qu'il est très difficile, bien évidemment, de leur faire comprendre qu'avec une médecine de plus en plus technologique, ces deux concepts sont parfois très difficiles à associer. Alors, la question, c'est comment vous allez faire, comment on peut faire pour justement faire admettre aux Français que la qualité et la proximité sont deux choses qui sont parfois complètement incompatibles. Et le deuxième, c'était sur la transparence. Vous avez l'air où j'ai mal compris, de demander que les hôpitaux soient plus transparents dans leur qualité. Alors, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Jean-Luc Arousseau autrefois, en lui posant cette question. Il n'était pas tellement pour la transparence parce qu'en fait, il avait peur que ça augmente ce qu'on appelle le fameux taux de fuite. C'est-à-dire qu'en fait, les patients sont prisonniers, entre guillemets, de leur hôpital de proximité et on n'aime pas trop qu'ils aillent voir ailleurs. Sauf pour ceux qui sont bien sûr informés et qui sont les initiés d'une certaine manière, qui savent où se trouvent les bons services et où il faut aller pour trouver un service de qualité. Alors voilà ces deux questions, monsieur Revel. Je me demande comment vous allez pouvoir convaincre à la fois le pouvoir politique et à la fois les Français sur ces deux sujets qui sont très compliqués et qui sont un petit peu à contre-courant d'une tradition française qui fait qu'on associait d'une part la proximité, ça a toujours été un des facteurs majeurs de la qualité du service de santé français, et d'autre part la transparence, c'est pas un de nos grands sujets qu'on aime mettre en avant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, je ne sais pas comment je vais réussir à convaincre. Moi, ma conviction, de toute façon, c'est que la tendance est inéluctable.
Je pense que dans les spécialités médicales qui constituent l'offre d'un hôpital MCO de proximité, la capacité que nous aurons demain à attirer des médecins dans ces établissements fragiles et sous-critiques est quasi nulle. Voilà. Donc on pourra toujours vivre avec des PADU plus ou moins armés pour faire, mais on restera toujours dans une fragilité et une moindre qualité des soins qui ne va pas aller en s'améliorant, parce que, encore une fois, je redis que la tendance naturelle des médecins demain sera d'aller exercer dans des établissements, si on reste sur les établissements, on pourrait dire en ville, où il y a un regroupement de compétences, une recherche d'excellence, enfin, une volonté d'être dans des environnements de qualité, où il y a du monde, et où il y a, si possible, un peu de recherche aussi. Voilà. Donc je pense que cette pente, elle est inévitable. D'ailleurs, tous les pays autour de nous ont déjà fait ce mouvement de resserrer leur offre de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, beaucoup plus que nous l'avons fait jusqu'à présent. Je pense qu'il y a aujourd'hui à prendre conscience de ça. Et après, c'est vrai que ce travail de pédagogie vis-à-vis des Français, on y a complètement renoncé depuis quelque temps. Quand j'ai vu les parlementaires voter le moratoire sur les fermetures de petites maternités, et on sait que ce sujet va revenir avec la baisse de la natalité, je pense qu'on voit bien qu'on n'est pas engagé dans la bonne direction. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle résistance aussi? C'est parce qu'on n'offre rien à ces territoires. C'est qu'une fois qu'on leur ferme leur petit hôpital, qu'est-ce qu'on leur propose à la place? On leur propose un SMR gériatrique, un super EHPAD, une USLD. Il faut pouvoir leur proposer une offre de soins de proximité, tout ce que j'indique sur la nécessité d'avoir des consultations avancées. Parce que ce qui compte à un moment donné pour une population locale, c'est l'accès aux soins. Il faut leur proposer de l'accès aux soins. Il faut leur proposer l'accès à des médecins spécialistes. Il faut leur proposer des systèmes de transport urgents. Moi, je pense qu'on n'a pas assez d'hélicoptères sanitaires dans ce pays pour pouvoir gérer des transferts en urgence. Bon, il faut construire autre chose. Et sur les maternités, moi, je crois beaucoup aux hôtels hospitaliers pour pouvoir justement permettre à des personnes de venir un peu à une semaine du terme pour pouvoir éviter un transfert en urgence. Bref, il faut construire un contre-modèle. Et sur la transparence, moi je considère aujourd'hui que nous n'avons pas un système qui nous permet de connaître la qualité et la sécurité des pratiques. Les éléments indésirables graves sont sous-déclarés dans ce pays. Nous ne connaissons pas ce que peuvent être des infections nosocomiales de manière, alors même qu'on a quand même beaucoup de data, nous ne sommes pas aujourd'hui armés pour connaître les EIG, les infections nosocomiales, les taux de reprise, tout ce qui pourrait à un moment donné essayer d'objectiver une qualité des soins, même au sein de nos établissements, alors même qu'on a beaucoup de données via le PNSI, et maintenant des entrepôts de données de santé, nous ne disposons pas d'une capacité à pouvoir monitorer, comparer, et quelque part pousser les équipes à améliorer leurs pratiques. Enfin, je vais donner ces exemples-là, il y en aurait bien d'autres. Après, la question de la transparence, donc de la publication de ces données au regard des patients, est un élément dont je sais que beaucoup y sont réticents, parfois de bonnes raisons, mais parfois de mauvaises. Il faut regarder ce qui aurait vocation à être publié. Et de manière générale, je pense qu'on doit aller vers plus de transparence, et plus de transparence, y compris d'accès du public à ces données. Parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, on ne peut qu'avoir, entre guillemets, on peut en attendre que c'est un gros stimulus quand même pour faire en sorte que les pratiques bougent, que les organisations s'améliorent, parce qu'on sait qu'on est observé et que au-delà des pairs, au-delà des directions quand on est dans les établissements, aussi le public, à un moment donné, a connaissance de ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut tout publier, mais il faut quand même publier beaucoup plus qu'on le fait aujourd'hui. Ça veut dire aujourd'hui rien. Moi, je suis quand même très convaincu qu'il faut y aller. Merci. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on puisse prendre encore 2 questions. Une question d'Alexandra Fourcade, à qui je vous donne tout de suite la parole, et puis une autre question qui a été posée dans le chat.
par Camille Boivigny. Je ne sais pas si vous voudrez la poser sur la notion d'efficience et de value-based healthcare. Alexandra, je vous laisse poser votre question. Merci beaucoup. Non, je vais être assez rapide, Monsieur Revel. Merci beaucoup pour vos propos extrêmement clairs. Je suis médecin, mais je représente une association d'élus qui s'occupe de santé publique au niveau territorial, et je voulais simplement vous interroger sur la place que vous accordez aux collectivités locales dans le modèle d'organisation territoriale que vous préconisez, notamment pour les maladies chroniques. Merci beaucoup. Bonne question. Moi, apparemment, je vais me paraître très conservateur, mais moi, je ne crois pas du tout. Alors, ce n'était pas votre question, on est au grand mouvement de la décentralisation du système de soins de la collectivité locale. Je pense que c'est dans un pays fédéré, il n'y a pas de problème. Dans une France, ça me paraît plus compliqué, d'autant que pour organiser les soins, il faut les payer, il faut les financer. Donc, c'est quand même celui qui finance le système, c'est-à-dire en gros aujourd'hui l'État, les cotisations à la CSG, à la TVA, les taxes gouvernementales, qui a l'obligation avec le pilote. Et enfin, une fois que j'ai dit ça, après, les collectivités locales, elles ont un rôle certainement d'appui très important, et vous l'avez dit, c'est ce vers quoi vous m'orientez, sur l'organisation des soins. C'est à la fois le soutien aux professionnels de santé, comme parfois c'est utile. Moi, je pense que quand les collectivités mettent un peu d'argent pour permettre des investissements, des installations, ça est plutôt bien. Il faut qu'elles le fassent bien, mais je pense qu'il ne manque pas besoin d'avoir de l'investissement et du soutien. Et après, je pense que tout le travail autour quand même de la prévention primaire, du dépistage, de tout l'enjeu du maintien à domicile, c'est quand même des sujets sur lesquels les collectivités ont par définition beaucoup de leviers d'action, et ça recouvre quand même beaucoup leur champ d'intervention naturel. Donc, une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas capable de vous donner des modes opératoires précis, mais je pense que les collectivités locales n'ont pas vocation à être les responsables, les pilotes, mais sont certainement des acteurs dont la contribution, comme les entreprises d'ailleurs, sera, à mon avis, nécessaire et attendue. Merci beaucoup. Pour avoir été hyper précis, mais c'est en gros le son de la condition. On va prendre une dernière question. Camille Boivigny. Oui, bonjour, merci beaucoup de me donner la parole et merci à tous pour toutes ces informations. Monsieur le directeur, moi je voulais juste savoir ce que vous pensiez du modèle qu'on appelle Value-Based Healthcare pour les patients, parce qu'apparemment ça a fait ses preuves aux Pays-Bas où ça a été expérimenté pour le cancer du sein. On sait en plus que les cancers, ce sont des pathologies qui tendent à devenir chroniques. Donc, il me semble que ça rentre un peu dans ce que vous avez proposé dans vos réflexions. Et ça permettrait peut-être de sortir du modèle de paiement à l'acte et de sa logique comptable. Parce que pareil, il y a eu plusieurs études qui ont montré que ça encourageait plutôt la quantité plutôt que la qualité et la pertinence. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis très intéressé par tous ces modèles qui concilient à la fois une notion d'acte, parce que quand même, il y a bien quand même le fait qu'on a pris en charge un patient au titre de pathologie donnée ou de chirurgie donnée, mais de ne pas se limiter le paiement ou la valeur de l'intervention à l'acte seul, mais d'intégrer dans le paiement une notion entre guillemets de qualité des suites thérapeutiques à la fois objectives et éprouvées par le patient, puisqu'il y a les deux avec des proms et des proms. Donc ça, je pense que c'est une orientation qui est très intéressante, que nous sommes, nous, en train de tester à la PHP, justement, sur le sein, qui nécessite quand même d'avoir un investissement sur les outils système d'information relativement puissants pour capter quand même à la fois les données cliniques sur les suites opératoires sur une durée plus ou moins longue, et puis, ça c'est plus facile, le ressenti du patient sur les suites de l'intervention. Donc il y a un peu de sophistication du modèle tarifaire et il y a un investissement ici qui n'est pas négligeable, mais je pense que ce sont des orientations sur lesquelles il faut essayer d'avancer. Ça, ce sont des choses qui se construisent quand même dans la durée, je pense que c'est important de le dire.
Et il faut essayer de pousser les feux là-dessus. Moi, j'en suis complètement convaincu. Ça n'est pas complètement sortir de l'acte, hein, parce que je veux dire, dans la tête d'un hôpital, je suis convaincu de l'intérêt de pouvoir avoir des modes de rémunération un peu plus intelligents que la consulte, l'HDJ, le séjour ou l'opération. Et on est quand même toujours autour d'une prise en charge d'un patient, d'une file active. On n'est pas sur des trucs populationnels ou des choses. C'est pas à la fin très bien ce que ça recouvre. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce café. Je vous redonne la parole peut-être pour un mot de conclusion. Non, mais je n'ai pas de conclusion. Je voulais juste vous remercier pour l'échange. Voilà. Ce débat, enfin ce papier, quelque part, il a été, je l'ai fait parce que j'avais besoin de l'écrire, mais quelque part, il a aussi, je trouve, pour objectif d'essayer de stimuler le débat, la contradiction, parce que je pense qu'on a quand même besoin, dans la période où on est, de faire en sorte qu'on parle plus des sujets de santé d'un point de vue, entre guillemets, un peu stratégique et capacité à faire bouger le système, au-delà des enjeux de très court terme que nous avons évoqués tout à l'heure. J'espère qu'il y aura d'autres papiers à suivre. Écoutez, c'est nous qui vous remercions chaleureusement pour votre intervention au Café Niel ce matin. On va faire une petite pause avec l'été, et donc je vous invite tous à nous retrouver à partir de la rentrée. Et donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre, et vous donne rendez-vous à partir du mois de septembre. Merci encore Nicolas Revel, et bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.